On va vous présenter un travail qu'on a réalisé avec Françoise Jarige de l'UMR Innovation et qui s'excuse de ne pas pouvoir être présente. Elle est enseignante-chercheur à l'Institut Agro à Montpellier et il y avait une réunion académique toute la journée donc qu'elle n'a pas pu, auquel elle était tenue d'assister. Donc là, la présentation qu'on va vous faire va porter sur les projets alimentaires territoriaux analysés sous l'angle de politique alimentaire locale et intégrée. Donc, c'est une étude qu'on a menée en Occitanie. Bon, vous l'avez compris, vu notre financeur. Donc, la présentation, on va faire une présentation à deux avec Amélie. Donc, le plan qu'on va suivre, c'est déjà une présentation de ce que sont de ce questionnement sur les projets alimentaires territoriaux et qu'est-ce qu'on entend par politique alimentaire locale intégrée. Puis, il y aura la présentation de nos études de cas, du matériel et méthode finalement, et les principaux résultats qui vont porter sur l'articulation entre la politique alimentaire nationale et la construction de politiques locales, l'intégration de ces politiques et le travail des collectivités territoriales pour construire ces projets alimentaires territoriaux avant de conclure et de discuter. Donc, bon, déjà, notre questionnement s'inscrit autour de cette notion de politique alimentaire locale, d'une part, et de politique alimentaire intégrée, d'autre part. Donc déjà, on part du constat que l'alimentation, ça se réfère à plusieurs dimensions qui touchent la vie collective, la vie quotidienne, pardon, mais ça a des liens avec plusieurs domaines de politique publique. Donc évidemment, la santé à travers la nutrition, les problèmes de malnutrition, de sous-nutrition, l'agriculture, puisque c'est la partie productive de denrées alimentaires, les inégalités sociales, bon, qui ont été mises en avant récemment autour du Covid, avec les difficultés, les inégalités d'accès à l'alimentation. L'aménagement, en lien assez directement avec la partie productive agricole, mais on peut aussi penser à l'aménagement commercial, l'économie et des thèmes qu'on voit monter très fortement, le changement climatique, la politique de gestion des déchets. Et donc, du coup, les politiques alimentaires, en fait, la littérature souligne que ces politiques alimentaires doivent être intégrées, c'est-à-dire transversales à différents domaines de politique publique et euh, correspondant aux différents challenges, en fait, enfin, aux différentes problématiques auxquelles elles sont liées. Donc du coup, finalement, quand on parle de politique intégrée, et particulièrement de politique alimentaire intégrée, l'intégration porte sur quoi en fait? Ça se réfère à quoi? Et en fait, dans la littérature, on a pu remarquer que c'était en lien avec deux visions, en fait, deux façons de décrire le système alimentaire. Donc là, on s'appuie sur ces auteurs qui avaient fait une review en 2016 où ils montrent qu'il y a une vision du système alimentaire qui est un peu conçue comme une chaîne alimentaire de la production, on va dire à la consommation et à la question des déchets, donc une chaîne assez linéaire avec différentes étapes. Et aussi, il y a une autre vision du système alimentaire, beaucoup plus holistique, qui est vue comme un système socio-écologique. Et du coup, la conception de l'intégration ne va pas porter sur les mêmes choses. Donc là, par exemple, on a ces auteurs anglo-saxons qui, dans cette citation, montre en fait, c'est un peu ces deux facettes de l'intégration. C'est à la fois une cohérence des politiques, bon là ils appellent ça l'administration, nous on dirait des politiques publiques, entre politiques publiques, mais aussi entre les différentes parties du système alimentaire. Donc là, plus une conception, plus de chaîne alimentaire.
Euh, donc, euh, donc, en fait, on va détailler là ces différentes dimensions. Donc, il y a vraiment une conception, et on voit beaucoup de littérature sur l'intégration entre différents domaines de politique publique d'une même entité publique, en fait. Et donc, c'est l'expression assez habituelle des silos de politique publique et bon, des politiques intégrées doivent dépasser ce travail en silo pour être des politiques transversales en fait on va dire entre services publics ou entre politiques publiques. Donc, dans la description des politiques intégrées, qu'elles soient alimentaires ou pas, il y a plusieurs critères qui permettent de qualifier une politique d'intégrée. La première chose, c'est que le caractère transversal nécessaire de ces politiques doit être reconnue. Elles doivent être pensées comme des politiques devant être intégrées ou devant être transversales, quoi. Un autre élément, c'est qu'elles doivent impliquer différents services publics qui interagissent. Donc voilà, différents silos. Les objectifs de ces différents services doivent être reliés et les instruments de politique publique qu'ils engagent doivent être cohérents entre eux. Ouais. Un autre élément qu'on trouve dans la littérature, c'est que de telles politiques intégrées, en fait, apparaissent pas comme ça du jour au lendemain et que pour les étudier, il faut une vision processuelle parce que c'est un phénomène qui est non linéaire, qui prend du temps et il faut adopter une vision un peu bon, historique, peut-être terme est, pas au sens disciplinaire, mais disons de prendre en compte en fait les trajectoires de ces politiques avec plusieurs auteurs qui mettent en avant en fait les filiations entre différents moments d'une politique publique par exemple Lascaux, hein, qui est quelqu'un qui travaille en sciences politiques, a mis en avant des phénomènes de recyclage. Quand une politique un peu transversale se met en place, en fait, elle ne se met pas en place de nouveau. On recycle des éléments précédents de politique publique précédentes et d'agrégation aussi entre éléments de politique publique. Et ça se fait aussi par des connexions en fait, de réseaux de politique publique qui se mettent en place. Bon, d'autres auteurs qu'on peut citer qui sont Reiner et Howett qui travaillent sur des politiques intégrées dans le champ de l'environnement. Eux, ils parlent de layering, c'est-à-dire un peu un effet d'empilement d'éléments de politique publique quand ils décrivent l'historique de certaines politiques publiques. Donc, en fait, les éléments qu'on retient, c'est d'abord le fait que le développement des politiques intégrées, ça se fait de façon, et aussi des politiques alimentaires, ça se fait de façon un peu itérative, ça se met pas en place, des politiques transversales se mettent pas en place comme ça du jour au lendemain. Certains auteurs parlent de mise en place en spirale de politiques alimentaires locales. Et l'autre élément, c'est que cette intégration, quand on l'observe, elle est rarement aboutie. On observe un moment dans une trajectoire assez longue d'intégration de politique publique. Donc le deuxième élément, c'est la deuxième dimension, c'est l'intégration des différents maillons des systèmes alimentaires. Donc si on prend par exemple le pacte de Milan, des politiques alimentaires urbaines, on voit bien que dans les cibles d'action des politiques alimentaires, certaines de ces cibles, c'est justement des maillons des chaînes alimentaires. Donc là, actuellement, ils mettent en avant la production, l'offre alimentaire et la distribution alimentaire et les déchets, et on voit bien que ce qui pointe, ce sont à côté d'autres choses, hein, il parle aussi de gouvernance, etc. Ce sont des maillons des systèmes alimentaires. Ce qui a été mis en avant dans la littérature à la fois internationale, donc là, la première référence, c'est quelqu'un qui a étudié justement les villes qui avaient signé le pacte de Milan, c'est que les politiques alimentaires locales, en général, se concentrent sur certains maillons seulement,
et on laisse certains autres de côté. Notamment pour les collègues qui ont étudié des politiques alimentaires en France, on voit que le maillon de la transformation et le maillon de la distribution, avec bon, les acteurs spécialisés dans ces étapes-là hein, de la chaîne alimentaire, sont souvent peu présents dans les politiques alimentaires locales. Et d'autres auteurs, d'autres collègues insistent sur le fait que dans les projets alimentaires territoriaux ou plus largement dans les politiques alimentaires locales en France, il y a un fort accent qui est mis sur l'étape de la production par rapport aux autres étapes des chaînes alimentaires. Donc, du coup, le fait d'avoir cette réflexion sur le système alimentaire comme différents composants d'une chaîne alimentaire ou différents maillons, on voit bien que ça engage des acteurs, notamment des acteurs privés, qui, en fait, ressortissent pas de la politique locale ou de la politique des collectivités territoriales ou seulement à la marge. Et que donc là, on est face à des stratégies d'acteurs privés qui sont pas forcément faciles à inclure dans une politique alimentaire locale pour les collectivités territoriales. Donc, du coup, ça pose une question un peu plus large, cette question d'intégration, qui est la question de la gouvernance alimentaire locale qui se met en place pour construire ces politiques alimentaires ou pour les mettre en œuvre. Donc, bon, voilà, là, on a mis une définition de la gouvernance alimentaire qui avait été proposée par Billon et Toll. Et dans les études sur les projets alimentaires territoriaux en France, on voit que ce qui est et puis aussi dans la politique alimentaire nationale dont on va parler tout à l'heure, les collectivités locales sont mises en avant comme devant jouer un rôle de pivot et étant justement en capacité de relier plusieurs acteurs et plusieurs composantes du système alimentaire et plusieurs politiques publiques pour reconstruire localement le système alimentaire. Un autre type d'acteur qui est beaucoup mis en avant également dans la littérature internationale, dans ce cas-là, c'est la société civile à travers, on peut penser aux ONG plutôt professionnelles, mais aussi des associations locales, euh, des associations citoyennes, il y a un rôle très très actif pour proposer des initiatives de changement du système alimentaire. D'autres acteurs qui sont cités, mais comme étant plutôt manquants, donc je l'ai dit, c'est les acteurs de la transformation et de la distribution. Et puis, avec le focus qui est mis, comme ça a été souligné, sur la production agricole, il y a aussi le rôle des organisations agricoles. Donc, l'autre point d'analyse, c'est en quoi les projets alimentaires territoriaux sont des politiques locales. Locales au sens aussi de développées par les collectivités locales. Donc là, ça oblige un peu à regarder, en fait, bon, local, ça a un sens d'échelle et on s'inscrit plutôt dans une vision un peu constructiviste des échelles. Et du coup, l'échelle, elle est construite aussi dans les relations qui s'établissent entre échelles, bon là, de politique publique, sachant que le rapport entre collectivité territoriale et État central en France est décrit comme une décentralisation inachevée, c'est-à-dire l'autonomie locale des collectivités territoriales est loin d'être totale. Et même pour la période récente, disons à partir de 2005, les auteurs en sciences politiques décrivent cette décentralisation comme une forme de gouvernement à distance de l'État central sur les collectivités territoriales. Avec les auteurs qui mettent en avant un rôle stratégique et de contrôle que prend l'État qui diffère de la relation qui s'établissait plutôt dans les années 90, qui était qu'ils décrivent comme une situation, un rôle beaucoup plus collaboratif, en fait, entre l'État et les collectivités territoriales. Avec notamment la figure, si on prend l'exemple de la figure
des pays pour les espaces ruraux avec une notion de développement local reposant beaucoup plus sur des initiatives qui bottom-up en fait. Et justement, dans ces 15 dernières années, au contraire, l'État se focalise dans sa vision du territoire et du développement territorial, se focalise sur les métropoles qui sont censées un peu tirer toute leur hinterland et faire aussi le développement de leur hinterland. Et ça a été aussi une période où des collectivités territoriales comme les départements ont failli disparaître et les pays qui n'ont pas le statut de collectivité territoriale, mais qui étaient un regroupement volontaire en fait de collectivités territoriales, ont été menacés de disparition. Et puis, ça a été les pôles d'équilibre territoriaux et ruraux qui ont permis finalement leur permanence. Donc, du coup, en fait, ça met un bémol sur ce qu'on peut entendre par politique alimentaire locale en France. Et du coup, ça oblige à regarder finalement les relations en termes de politique alimentaire entre le local et le national, quoi. Donc, la France est marquée là, depuis le début des années 2000 par la construction de politiques alimentaires au niveau national. Et en France, les politiques alimentaires, en fait, reposent sur deux ministères. Il y a deux ministères pilotes, c'est le ministère de la Santé et le ministère de l'Agriculture. Et sachant que les politiques que met en place le ministère de l'Agriculture sont pensées un peu comme les politiques, comme la partie offre alimentaire des politiques de nutrition du ministère de la Santé. Donc du coup, on a marqué là sur les transparents, je n'ai pas tout détaillé, mais disons, si on regarde un peu les politiques du ministère de l'Agriculture, il y a eu le plan national d'offres alimentaires de 2008 qui a insisté sur la production, mais surtout sur le développement des circuits courts. Et ce qui a été suivi par le programme national alimentaire, j'arrivais même plus à trouver en 2010. Et donc, ces plans alimentaires du ministère de l'Agriculture sont mis en œuvre par les directions régionales du ministère, les DRAF, dans les DRAF ont été créés en 2009, justement pour mettre en œuvre ces politiques nationales du ministère, les services régionaux de l'alimentation. Donc, si on reprend le PNOA et puis le PNA, on voit que la période 2008-2014, où il y a toute une série de lois et de réglementations qui sont sorties en parallèle, ces politiques font un focus sur la restauration scolaire et sur les circuits courts alimentaires. Donc, il y a différents plans à cette période, mais bon, on ne va pas détailler. Ce qu'on peut noter, c'est que la restauration scolaire, pour le ministère de la Santé, pour le ministère de l'Agriculture, c'est identifié comme un levier pour toucher toute une génération. Pardon, je me suis perdue dans mes transparents. Voilà. Et puis pour une politique aussi d'égalité nutritionnelle. Et à partir de 2014 et la loi d'orientation agricole, en fait, c'est créer la figure des projets alimentaires territoriaux avec un objectif national très fort de créer 500 projets alimentaires territoriaux en 2020, bon, objectif qui n'a pas été atteint. Et à partir de 2016, la mise en place d'appels à projets pour financer le développement des pâtes localement, une labellisation et une exigence en fait que petit à petit, que ces projets alimentaires territoriaux soient portés par les collectivités locales, donc les communes, le bloc communal en général au début, ce qui est le RNPAT a souligné que c'était bien eux les porteurs. Bon, et alors nous, notre travail de terrain, on l'a fait en 2020. À partir de 2021, puis le plan de relance, en fait, cette politique a été modifiée, mais donc nous, on travaille sur la politique telle qu'elle a été mise en place, et puis les financements mis en place sur la période 2016-2020. Et je laisse la parole à Amélie pour la présentation.
pour la suite. Ok. Merci Isabelle. Donc, quid de ce qui se passe sur le terrain et en particulier en Occitanie? On a donc on a fait des études de cas sur la région Occitanie. On en a mené 5 en 2020, donc, comme le dit Isabelle, pour mettre à l'épreuve ces éléments théoriques que on vient de vous présenter. Et on a travaillé sur des territoires qui soit avaient déjà construit un PAT qui était institué, reconnu, etc., ou qui était en train d'en construire un, qui avait une politique alimentaire qui tendait à déposer ensuite un projet de type PAT. On a travaillé sur des territoires non métropolitains. Ce qu'on entend par là, c'est qu'en fait, ce qui nous a intéressé, c'est ce qui se passait en dehors de Toulouse et de Montpellier. Pourquoi? Parce que finalement, la littérature sur les politiques alimentaires est très axée sur politique alimentaire urbaine. Et derrière l'urbain, en général, c'est plutôt des pôles urbains très importants, de type Rome, Londres, etc., qui sont étudiés, ou des villes moyennes quand même de taille très, très importante. Donc, il manque quand même, il y a un gap de littérature sur ce qui se passe dans des territoires qui sont plus ruraux ou des villes moyennes qui soient de plus petite taille. C'est intéressant parce que pour nous, dans ces endroits-là, il y avait potentiellement des enjeux un peu spécifiques. Peut-être du fait qu'a priori, on est sur des territoires qui vont peut-être avoir moins de ressources que les grosses métropoles pour mettre en œuvre des actions et des politiques sur l'alimentation, de ressources financières, mais aussi en termes d'ingénierie. Sachant que c'est d'autant plus difficile d'agir sur ces politiques-là, enfin sur sur ce domaine-là, qui est l'alimentation, parce que, a priori, ça ne relève pas de compétences qu'ont déjà les collectivités, pour le coup, qu'elles soient urbaines ou pas. Et puis, ce qui nous semblait intéressant, c'est qu'aussi dans ces territoires-là, a priori, l'agriculture a un poids économique ou politique plus fort que dans de grandes métropoles, puisqu'on va supposer que l'agriculture est quand même déjà un peu plus présente sur ces territoires-là. Donc, la question qu'on posait, c'était finalement comment, donc, au regard du cas théorique qu'on vous a présenté, c'était comment et avec qui, finalement, les collectivités qui sont dans ces espaces non métropolitains construisent leur politique alimentaire. Alors, next, s'il vous plaît. Diapo suivante. Merci. Donc, donc vous voyez la carte sur la gauche qui présente les territoires sur lesquels on a travaillé. Donc, deux territoires qui vont être plutôt côté ex-Midi-Pyrénées, on va dire, et trois plutôt côté ex-Languedoc-Roussillon. On a travaillé sur deux PETR, donc un qui est dans l'Hérault, qui est le PETR Pays Cœur d'Hérault, et un PETR dans le Tarn, donc, qui est le PETR Albigeois et Bastide, donc le nord du département du Tarn. On a travaillé sur un PET dans une petite ville qui est Castelnaudary. Et puis après, on a travaillé sur deux villes moyennes, Albi dans le Tarn et Narbonne. Plus exactement, on a travaillé à l'échelle du Grand Narbonne, donc de la communauté d'agglomération, puisque c'est elle qui portait la politique alimentaire. Donc, vous voyez des espaces qui sont de taille, enfin, en termes de population, de taille un peu différente, qui sont dans des contextes du point de vue de l'urbain et du rural assez différents, avec par exemple Castelnaudary et le pôle albigeois et Bastide, qui sont quand même des zones plutôt rurales, voire très rurales, aussi un peu le pays cœur des ronds. Et puis, effectivement, des constructions administratives différentes, puisque entre les deux PETR et les collectivités, les communes et la communauté d'agglo, on ne va pas avoir le même fonctionnement. On voit aussi qu'on avait des stades différents d'avancement de la politique et des modalités un petit peu différentes de construction, puisque au moment de notre analyse, donc en 2020, on avait trois PAT qui étaient labellisés, c'est-à-dire reconnus officiellement par le ministère en charge de l'agriculture, et donc labellisés comme PAT officiellement reconnus. Donc, on avait à ce moment-là Albi, Castelnaudary et le PETR Albigeois et Bastide. Les autres ont été reconnus ultérieurement. Et puis après, avec des modalités de financement un peu différentes, puisque on n'en avait que trois finalement à ce stade-là qui étaient financés par le programme, donc l'appel à projet PNA, au titre des PAT ou d'actions spécifiques sur l'alimentation.
et avec une particularité, par exemple pour Castelnaudary, qui était financé au niveau régional, donc par la DRAF Occitanie et pas par l'État, parce que son projet au niveau national avait été retoqué, mais la DRAF Occitanie avait décidé quand même de financer la mise en des premières actions pour mettre en œuvre la politique alimentaire de Castelnaudary. Diapositive suivante. Euh, donc, sur le matériel et méthodes, on a donc conduit 2 stages en 2020, donc un qui était basé à Innovation, qui est encadré par Françoise, et puis un autre qui était basé donc à Agir à Toulouse, co-encadré par Isabelle et moi, donc dans le cadre du projet Gâteau. Et on a mené 53 entretiens, en fait. Donc, un entretien avec la DRAF, le service alimentation et politique alimentaire, donc Occitanie, et puis 52 entretiens auprès des acteurs de ces politiques alimentaires, de ces 5 terrains que l'on a étudiés, donc des élus, des chargés de mission PAT, différents types d'acteurs impliqués officiellement dans la politique alimentaire, hein, donc reconnus officiellement comme partie prenante des politiques alimentaires. Et puis, on a aussi travaillé à partir de documents, les réponses à appel à projet, PAT, la communication institutionnelle, des documents officiels, notamment documents d'aménagement, PCAET, etc., lorsque ceux-ci affichaient un lien avec la politique alimentaire, et puis la presse régionale, le blog, etc. Et ensuite, on a analysé chacun des terrains avec finalement, 4 blocs d'analyse. Premièrement, donc, on a regardé quel était l'historique de la politique alimentaire sur chacun des terrains. On a regardé quel était le contenu des programmes d'action pour voir un petit peu dans quelle manière, si et de quelle manière on était dans le cadre de politique qu'on pouvait dire intégrées finalement. On a regardé ensuite le travail qui était mené par les collectivités locales pour construire ces politiques alimentaires, et puis comment ces collectivités-là mobilisaient les autres acteurs du territoire pour mener à bien ces politiques. Diapo suivante. Donc, quand on regarde l'historique, alors on ne va pas tout décortiquer, bien entendu, hein, mais ce que disait Isabelle en présentant le cas théorique, c'est qu'on a un certain nombre une littérature qui nous montre que ces politiques, elles ne sortent jamais comme ça du chapeau. Elles sont le produit d'une histoire, d'une trajectoire sur le territoire et d'actions qui avaient déjà été mises en œuvre. Donc là, on a un découpage 2008-2014, 2014-2020 qui correspond aux mandatures, au mandat de maire. Donc en 2014, on a eu des élections municipales. Et on voit que effectivement, on avait déjà des actions, quand on regarde à partir de 2008, même certains territoires avant, il y avait déjà des actions qui étaient menées sur l'alimentation. Pour beaucoup de territoires, c'était des choses autour de la restauration scolaire, qui peut s'expliquer par le fait que c'est une compétence de la collectivité, et puis aussi parce que, comme Isabelle a souligné, il y avait des incitations à mettre en œuvre des actions sur ces sujets-là. Et qu'on avait donc un certain nombre d'actions qui étaient instituées, qui étaient déjà mises en œuvre, assez ponctuelles, et qui souvent étaient liées aussi au contexte dans lequel, enfin, contexte territorial, c'est-à-dire par exemple sur Castelnaudary, où on a des problématiques sanitaires qui avaient été identifiées, on a des actions un petit peu autour de la nutrition et de la santé. Alors que, par exemple, sur le pays albigeois-Bastide, qui est une zone d'élevage avec des problématiques de maintien de l'élevage, on avait des actions qui étaient un peu orientées sur l'introduction de la viande locale dans la restauration scolaire. Et on voit ensuite que, effectivement, à partir de 2014 et en particulier encore plus à partir de 2016, on a véritablement des actions beaucoup plus construites et de véritables plans d'action qui se mettent en œuvre, soit pour construire directement un PAT, soit pour déjà instituer une politique alimentaire qui va conduire à un PAT. Et donc, on voit hein, visiblement quand même un effet de cette politique nationale, la politique donc PAT donc, qui commence en 2014 et qui vraiment devient plus structurante à partir de 2016, avec des appels à projets un peu plus qui évoluent et la reconnaissance des PAT, de la labellisation des PAT. Donc, on voit que vraiment, à partir de ce moment-là, se mettent en œuvre, on va dire, de véritables projets alimentaires, c'est-à-dire des opérations structurées, un ensemble d'opérations pour atteindre un but
en particulier, donc celui du travail sur l'alimentation, avec des moyens dédiés, des ressources planifiées, des temporalités bien identifiées et posées. Donc, voilà, on voit hein, ce caractère progressif de la construction de la politique, et puis vraiment, à partir, on va dire oui, vraiment de 2016, la mise en œuvre de ces politiques-là en lien avec les appels à projets nationaux. Euh, Diapositive suivante, merci. Et donc, effectivement, on voit que, enfin, si on regarde maintenant le contenu de ces politiques-là, et donc le caractère plus ou moins intégré, alors déjà, il faut savoir que l'appel à projet PNA visant, donc, quand il parle des PAT, en fait, vise à promouvoir des politiques qui soient vraiment assez systémiques. Il ne parle pas de politique intégrée, mais il y a cette idée que vraiment, il faut travailler sur les systèmes alimentaires et donc prendre les systèmes alimentaires dans leur ensemble et travailler sur un ensemble de domaines qui sont liés à l'alimentation. Et ce verbatim de chargé de mission du service alimentation de la DRAF Occitanie est très parlant, c'est-à-dire que dit l'alimentation, c'est la production agricole et l'environnement, mais aussi la culture, la santé, l'éducation, l'aménagement, les politiques urbaines, etc. Donc, pour eux, vraiment, les PAT doivent être des politiques assez systémiques qui vont prendre en compte un ensemble d'éléments des systèmes alimentaires et aussi un ensemble d'objets de la politique publique. Donc, les politiques sur la culture, la politique d'aménagement, etc. Donc, faire le pont entre tout ça. Par contre, quand on regarde sur le terrain, ce qui se passe, on voit qu'on est dans une intégration dont on va dire pudiquement qu'elle est perfectible. Déjà, quand on regarde les actions effectivement qui sont menées et qui sont prioritaires, on voit qu'il y a beaucoup d'actions sur le volet économique, hein, on va dire un peu, donc avec beaucoup de choses autour de la production et de la mise en lien producteur-consommateur. Donc, beaucoup d'actions qui vont concerner le maintien ou le développement des productions locales, avec souvent la restauration collective qui va être utilisée comme un vecteur de travail sur ces questions-là, hein, mais pas que. Et donc, on voit beaucoup d'actions sur l'installation des maraîchers, des espaces agricoles, l'approvisionnement local des cantines scolaires, des rencontres producteurs-cuisiniers, la formation des cuisiniers pour travailler les produits locaux. Donc ça, c'est des actions qu'on va vraiment beaucoup retrouver sur les territoires et qui prennent beaucoup de place dans les... oh, pardon, j'ai quelque chose qui s'affiche sur mon écran. Dans voilà, dans les actions des politiques alimentaires. Ensuite, il y a des choses qui sont faites sur le volet environnemental, mais qui apparaissent plus sporadiques ou en tout cas prendre moins de place finalement que ce volet, que ce volet de production. Et déjà, il y a une chose qu'il faut noter, c'est que finalement, euh, souvent ces politiques-là ne visent pas euh, un fort changement des pratiques agricoles. C'est-à-dire que, ou dit autrement, en gros, on n'a pas des politiques publiques qui vont dire il faut miser beaucoup sur la baie ou la permaculture, etc. Donc promouvoir des modes plus ou moins alternatifs de production agricole qui seraient réputés plus vertueux sur un plan environnemental. Pourquoi? Parce qu'en général, ces politiques cherchent à faire un consensus. L'idée, c'est de fédérer un nombre assez important d'acteurs autour de ces questions-là. Et donc, pour ce faire, elles évitent d'être trop marquées, en fait, sur certaines pratiques agricoles. Et de ce fait-là, les actions environnementales qui vont être mises en place, ça va être des choses un peu plus restreintes sur, par exemple, la lutte contre le gaspillage alimentaire, mais qui de toute façon renvoie à des obligations réglementaires, ou des choses, des actions ponctuelles, par exemple, autour de la question du usage de l'eau ou des pesticides, enfin, ou des engrais dans les jardins particuliers ou partagés. Sur le social, on trouve des actions aussi, hein, mais qui là aussi tiennent finalement un peu moins de place que tout ce qui va concerner la production et la mise en lien production-consommation. On va trouver des choses sur l'autoproduction, dans les jardins, donc jardins particuliers ou surtout les jardins partagés. On va trouver beaucoup de choses sur l'éducation à l'alimentation et les questions de santé et de nutrition, les ateliers de cuisine, les défis famille, etc., qui sont un peu des invariants hein, de ces politiques-là. On les retrouve hein, de manière assez récurrente. Et puis, dans une moindre mesure, on va trouver quelques actions sur la mise en lien entre les producteurs et les habitants touristes au travers de marchés, de foires, mais qui sont des actions plus ponctuelles.
Très peu de choses, comme on le voit dans la littérature, là on rejoint ce qui est dit dans la littérature et ce qui est observé par ailleurs, très peu de choses sur la transformation et sur la distribution, avec des acteurs vraiment absents, hein. Les acteurs classiques de la transformation et les acteurs de la GMS sont quasiment invisibles dans ces politiques-là. Si on regarde aussi comment ça se met en œuvre en interne, dans les collectivités, là aussi, on est face à une intégration. Bon, toujours, on va pouvoir dire qu'elle est, assez pudiquement, qu'elle est perfectible. On voit d'abord qu'effectivement, ces politiques-là, elles sont mises en œuvre en général par un peu un binôme élu chargé de mission, avec un ou une chargée de mission ad hoc qui va arriver pour mettre en œuvre cette politique-là, et que les liens interservices, finalement, vont rester assez faibles et assez ponctuels. On va avoir, par exemple, des liens avec le service espace vert pour travailler sur les jardins, ou des liens avec la direction qui s'occupe des marchés pour travailler sur tout ce qui est foire, marché de producteurs, etc. Parfois des liens un peu plus creusés, comme à Castelnaudary avec le CCAS, pour travailler sur les questions de santé et nutrition. On a des problématiques aussi particulières sur certains territoires, c'est-à-dire que pour un PETR, c'est compliqué en fait de mettre en œuvre la politique alimentaire, parce que c'est le PETR qui porte le PAT, mais les services sont dans les EPCI, qui sont inclus dans le PAT, donc dans les communes et les communautés de communes en général. Donc le problème, c'est vraiment d'assurer cette articulation entre la politique alimentaire niveau PETR et les actions avec les collectivités, et d'embarquer les EPCI. Donc, c'est un peu une gageure et ça rend la politique assez compliquée à mettre en œuvre. Par contre, ce qu'on a vu, des fois, c'est une intégration qui va se faire au travers d'autres projets. Par exemple, la transition agroécologique, qui apparaissait pas comme quelque chose de fort et de marquant dans la politique alimentaire du PETR à Vigeois et Bastide, va revenir par l'intermédiaire du PCAET, où il y a des actions qui vont être mises en œuvre et qui vont concerner la production agricole. Donc voilà, je laisse Isabelle exposer la suite des résultats. Pour les collectivités territoriales qu'on a étudiées, et qui qui prennent en charge la construction de ces projets alimentaires territoriaux, ça correspond à quel travail elles font pour les construire. On voit déjà que, il y a toute une partie, on va dire, du lancement de la politique, qui réside dans identifier et agréger les actions déjà présentes. Donc là, il y a deux verbatims sur deux terrains qui montrent bien ça, avec le cas particulier des PETR qui construisent des politiques alimentaires territoriales qui sont pas forcément au courant de tout. Bon, on a vu que ça se construit sur tout un historique, hein, que ces politiques, elles naissent pas comme ça du jour au lendemain. Mais en fait, les chargés de mission PATS, qui parfois n'ont pas du tout d'ancienneté, hein, dans les PETR, enfin, dans les cas qu'on a étudiés, qui venaient d'arriver pour construire cette politique, ne savent pas en fait ce qui a été fait, voire ce qui se fait dans les communautés de communes qui composent le PETR. Et donc, le premier travail, c'est de recenser ce qui se fait dans les différents EPCI. Euh, donc, on voit bien, en fait, ce travail de recyclage, finalement, de ce qui se fait, en fait. Euh, Après, l'autre idée, c'est que construire cette politique, c'est aussi intégrer de nouvelles idées, notamment pour pouvoir répondre aux différentes cases des appels à projets. Bon, on n'a pas trop détaillé comment ont été conçus les appels à projets, mais il y a différentes thématiques dans lesquelles il faut obligatoirement inscrire des actions. Donc, du coup, les idées les nouvelles idées qui vont rentrer, c'est à la fois des idées qui sont demandées par les différents partenaires du projet alimentaire territorial, ou aussi c'est des idées qui correspondent à des, on va dire ça comme ça, des cases de l'appel à projet qu'il faut cocher. Bon, je pense que vous avez eu le temps de lire les verbatims, je vais pas en parler plus. Et puis, évidemment, c'est un travail qui est limité par l'ingénierie qui est disponible. Et suivant nos terrains, il y a des projets alimentaires territoriaux qui ont été un peu décalés dans le temps parce qu'il n'y avait pas il y avait pas de chargé de mission qui servait à coordonner les actions, etc.
Et par les financements, en fait, parce que les appels à projets jusqu'au plan de relance, en- les lauréats des appels à projets ne recevaient pas énormément de financement pour pouvoir mener des actions et faire tout le travail que représente la construction de ces politiques locales. Euh, Par rapport au dernier terme qu'on avait identifié, qui était la gouvernance alimentaire, suivant les terrains, on voit qu'il y a des formes de gouvernance, enfin, que la gouvernance est organisée formellement de façon assez différente. On peut prendre Albi et Castelnaudary, finalement des formes assez classiques de comités de pilotage, puis des comités techniques un peu par thématique. Les PETR que sont Albigeois et Bastide et Cœur d'Hérault, en fait, des formes, euh, quand on travaille par rapport aux communautés de communes, on va dire, ou aux EPCI, des formes plus originales parce qu'ils ont des comités de développement territoriaux qui sont vraiment intégrés dans la construction des politiques au niveau des PETR. Soit Albigeois et Bastide, par exemple, la commission agriculture, il y a les élus, mais aussi il y a le comité de développement qui fait partie de la commission. Puis ils ont aussi organisé des forums publics pour toucher les citoyens. Dans le pays Cœur d'Hérault, en fait, ils ont fait un forum participatif lors des EGAD qui ont précédé la loi Egalim. Donc là, qui a été un gros moment de mobilisation large pour discuter de la politique alimentaire. Et le Grand Narbonne, où on voit, à contrario, c'est un partenariat beaucoup plus resserré avec les organisations du monde agricole et beaucoup moins ouvert sur une diversité de participants. Et après, on a identifié un peu trois modalités d'intervention. Alors, des autres acteurs, c'est des autres acteurs que les collectivités territoriales. Donc, on voit qu'il y a des partenariats assez forts où les actions sont co-construites et voire même dans certains cas qu'elles peuvent être cofinancées. Et là, ce genre de partenaires, c'est plutôt les chambres d'agriculture et dans une certaine mesure, les autres, on ne va. Donc, on voit le poids assez important et le rôle assez important que jouent en fait les organisations de la production agricole. Après, on voit des intervenants qui vont agir sur des actions précises qui proposent eux-mêmes et qui des fois, en fait, qu'ils mènent de façon bénévole. En fait, ils continuent à la fois dans leur domaine de compétences, mais aussi d'engagement, en fait. Et du coup, le projet alimentaire territorial est une façon de, de perpétuer ces actions et puis dans un cadre plus large et de leur donner plus d'écho. Et puis après, il y a des intervenants qui interviennent comme prestataires sur des actions qui, en fait, qu'ils n'ont pas décidées, qui ont été décidées par la collectivité territoriale et ils se font payer pour mettre en œuvre ces actions parce que la collectivité territoriale n'a pas les moyens humains de toute manière de les mettre en œuvre directement. Et dans certains cas, en fait, ces intervenants peuvent mener à côté de la politique alimentaire locale menée par la collectivité territoriale des actions vis-à-vis de l'alimentation, mais qu'ils conçoivent comme alternatives et qu'ils ne veulent pas mettre en discussion à l'intérieur du pacte. Bon, on va conclure. Donc, déjà rappeler que cette étude, elle a été faite en 2020, donc ce qui était assez récent par rapport à la politique nationale des projets alimentaires territoriaux. Et c'est vraiment une étude sur la phase de mise en place, de démarrage de ces politiques par les collectivités territoriales. Et c'est dans une trajectoire longue, en fait, à la fois parce que ces politiques, elles ne sont pas nées de rien et ces collectivités territoriales avaient déjà mené des actions précédemment, et aussi parce que ces politiques, leur conception, en fait, continue encore aujourd'hui. On a observé une forte incitation nationale, à la fois par les instruments du ministère, l'appel à projet, la labellisation, mais surtout par l'accompagnement par ces services déconcentrés en région.
un besoin d'intégration qui est reconnu au niveau de la Polyclinique nationale et puis un peu dans l'accompagnement qui est fait par les DRAF et qui est cadré par l'appel à projet, mais dont la mise en œuvre est difficile sur le terrain. On voit que ces territoires ruraux, petites villes, moyennes villes, pardon, excusez-moi, ça a sauté, ont peu de moyens pour la construction et la mise en œuvre de ces politiques. La construction de ces FAT se fait en partie par recyclage et aussi par un peu par accumulation dans les différentes thématiques d'action. Bon, ça, je l'ai déjà dit. On observe, comme d'autres auteurs, qu'il y a des acteurs qui sont peu présents, peu représentés, que ce soit dans les comités de pilotage ou dans les actions. Ce qui pose un peu la question de l'effet que ont ces politiques locales sur le système pour transformer le système alimentaire local, vu le poids des acteurs absents. Et on constate effectivement un fort poids de l'agricole et une focalisation sur la partie production et avec un grand pouvoir des chambres d'agriculture, à la fois à cause de leurs compétences techniques, des agents qui peuvent faire intervenir sur la construction de ces politiques alimentaires.